Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un point lecture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je crois que ça fait presque 2 mois. C'est pas terrible. J'avoue que j'ai du mal à tenir le rythme des points lecture en ce moment parce que premièrement j'ai moins lu que d'habitude et il y a le challenge Young Adult. Donc là je filme cette vidéo, on est à J-1 donc ça voilà c'est pas encore le cas, mais je pense que quand il y aura le challenge Young Adult du coup je vous présenterai, je vous ferai une vidéo spéciale pour ces lectures là, soit point lecture soit vlog, je ne sais pas encore ce que je vais avoir envie de faire, et pour pas trop mélanger les lectures je pense que je vais vous présenter du coup mes 5 dernières lectures et c'est parti. Tout d'abord on va avoir L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. C'est un livre que j'avais reçu en service de presse en octobre ou septembre dernier, ça fait un petit moment quand même. Cette histoire raconte l'histoire de Tierney qui est une jeune fille qui s'apprête à faire son année de grâce. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que l'année de grâce? L'année de grâce c'est pendant une année toutes les jeunes filles qui sont arrivées à âge mûr, âge de 16 ans, elles vont être envoyées dans un coin de la forêt entre guillemets où elles sont un peu livrées à elles-mêmes pour dissiper leur magie. Toutes les femmes qui naissent en fait seraient emplies d'une certaine magie qui envoûterait les hommes. C'est à cause des femmes tout simplement. Et du coup ça rendrait les femmes mariées jalouses et puis tromperies, petites histoires comme ça assez sympas. Et pour éviter tout ça, elles vont donc se purger entre guillemets pendant cette année de grâce, donc une année complète, toutes les saisons comprises, livrées à elles-mêmes sans le confort qu'on connaît actuellement. En sortant de cette année de grâce, les survivantes ont été préalablement choisies pour être soit futures épouses, soit à travailler dans un endroit bien précis où elles n'ont pas trop vraiment le choix. C'est un peu de la politique, c'est un peu au bon vouloir de papa maman et de si t'as une bonne gueule ou pas, enfin tu n'as pas trop le choix, tu peux pas poser ton CV et dire bonjour je voudrais postuler pour cet emploi. Et donc vous avez compris, on va suivre Tierney pendant son année de grâce. Déjà waouh, c'était un superbe roman, donc c'est un roman où on nous parle quand même d'une secte, c'est pas dit mot pour mot mais on le comprend très bien qu'il s'agit de ça. C'est un roman hyper captivant, entraînant, et il y a une ambiance un peu lugubre, je sais pas comment vous dire mais je pense que si je l'avais lu en automne ça aurait été peut-être encore mieux, ça aurait été parfait, mais un jour de pluie, tu te poses avec ce bouquin, c'est tout aussi bien. L'autrice arrive à instaurer une sorte de malaise ou une sorte de suspense un peu ambiant jusqu'à la fin. Je trouvais que c'était extrêmement bien joué et vraiment ça te guide du début à la fin, cette ambiance un peu... Je sais pas comment dire, ouais c'est une ambiance un peu bizarre, un peu glauque et pesante. C'était quand même vraiment agréable. Enfin, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, au contraire, je pense que vous avez compris. J'ai bien aimé la diversité des personnages, les différents caractères qu'on peut rencontrer et les différentes personnes à qui Tierney peut avoir affaire. J'ai en revanche moins aimé, et je pense que ça a freiné mon appréciation de la lecture, je ne sais pas si ça se dit. Je pense que si on m'avait pas communiqué le fait que c'était un roman féminisme, je pense qu'effectivement je l'aurais plus apprécié si on ne m'avait pas dit ça. Si on ne m'avait pas dit ça, ouf, je galère, parce que pour moi c'est pas du tout assez développé. Genre on te lâche quelques phrases et c'est vraiment clairement pas assez élevé. On te fait comprendre que la femme devrait avoir des droits, que la femme est sous-estimée, qu'elle est maltraitée, etc. On te le fait comprendre, mais il y a rien d'autre, c'est pas abouti pour moi à mes yeux, surtout la fin. Je m'attendais à un truc un peu plus poussé vers la fin, j'avais l'impression que c'était quand même un peu vite expédié, et du coup je m'attendais à avoir un message plus fort pour les femmes que j'ai trouvé du coup finalement assez faible par rapport à tout ce qu'on a pu nous mettre en communication avec des banderoles et des machins, et c'est le roman machin bidule qu'il faut lire absolument parce que ça parle de ça. Oui, effectivement, on en parle. Est-ce que c'est bien traité en profondeur? Non, pas jusque là. Enfin, il y a comme une amorce, mais du coup on n'a pas de suite. Ça c'est assez dommage quand même, surtout quand on te vend le roman comme ça. Je suis désolée si vous m'entendez parler du nez, mais je suis à moitié enrhumée. Et même si c'est du young adulte, je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux traité quand même. Bon, voilà. C'est le point négatif de l'histoire. En soi, l'intrigue se passe assez bien. L'autrice a une écriture assez fluide. La traduction, pour moi, a été assez bien faite, je crois. En tout cas, j'ai pas eu d'accroche, j'ai pas eu de pépin particulier. Donc ouais, c'est une bonne lecture.
il y a un petit mais. Ensuite, un autre livre que j'avais commencé à vous parler sur Instagram et un petit peu dans des lives avec Anaïs. Il s'agit du Prince Cruel de Holly Black chez les éditions Rajo. C'est un livre que j'ai vu extrêmement de fois passer, surtout sur TikTok, quand même pas mal sur YouTube et Insta, mais principalement TikTok. On me vendait une protagoniste badass, une histoire hyper prenante et très bien construite, et en même temps tu t'attends pas à certains trucs, etc. Quelque chose de très fort. On y reviendra sur ce point. En tout cas, ça raconte l'histoire de Jude, qui est une jeune fille de 17 ans, qui va être enlevée suite du meurtre de ses parents. Elle va être emmenée avec ses sœurs par un homme dans le monde des fae, qui sont des êtres immortels, dotés d'une beauté et d'une force inégalables, et elles ne sont que mortelles. Donc forcément, si elles arrivent dans ce monde-là, si elles foutent les pieds là-bas, bon, je donne pas cher de leur peau, qu'elles serrent bien les fesses et qu'elles se cachent, parce que potentiellement on peut les tuer comme ça. Jude va apprendre à se protéger des sortilèges, des armes, à manier les armes, etc. pour pouvoir se défendre. Forcément, je pense que n'importe qui irait là-bas. Oh, faire une petite formation quand même au cas où, on sait jamais, ça peut servir. Elle est pas très appréciée, hein, elle a pas trop d'amis. Surtout l'héritier, évidemment, la déteste. Il la supporte pas, il peut pas la voir, il veut la tuer, il veut qu'elle s'en aille, il veut qu'elle disparaisse. Ça matche pas, mais on sent le enemies to lovers très fortement. Mais alors là, il y a le enemies to lovers et puis il y a la relation toxique. Ce que je reproche un petit peu à ce roman. Puisqu'en fait, Cardan, pardon, représente un petit peu toute la force et le pouvoir du royaume, et puis Jude, la faiblesse quoi, c'est une mortelle, que dis-je. On s'en doute un petit peu, les deux vont s'affronter peut-être jusqu'à la mort, qui ressortira vivant, qu'est-ce qui va se passer pour Jude, puis est-ce qu'elle va essayer de se venger par rapport à son passé quand même délicat? C'est toutes ces questions qu'on va se poser dans ce livre. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? On va commencer par ce que j'ai pas aimé, c'est plus facile. J'ai pas énormément apprécié Jude, que je trouvais souvent très insensible. Je sais que des fois c'est quelque chose que je peux apprécier dans des romans, mais là je la trouvais tellement insensible, on avait tellement pas l'impression de pouvoir cerner ses émotions que je la trouvais illogique. Il y avait des choix qu'elle faisait, j'étais là en mode mais qu'est-ce que... Mais tu cherches la merde ma petite, calme-toi. Et puis des fois je la trouvais justement au contraire pas assez rentre dedans, où elle aurait dû agir comme ci ou comme ça. J'étais totalement en désaccord avec elle, donc c'était pas très facile d'apprécier le roman avec cette base là. La relation enemies to lovers, je pense qu'elle sera un peu plus justifiée ou mieux expliquée avec un tome 2, parce que bon, elle arrive plus ou moins tardivement à mon goût dans le roman, et du coup pour le coup on voit que le côté toxique, on voit rien de particulier. Mais surtout ce qui m'a bloqué et ce qui a fait que j'ai dû revenir pas mal de fois sur ce roman pour essayer de le terminer, parce que c'était la lecture commune du groupe qu'on a avec mes amis, c'est que donc au début je vous disais que on va assassiner les parents de Jude. Il s'agit en réalité, et si je ne me trompe pas, si je me trompe tapez-moi sur les doigts, y a pas de problème, qu'il y a un féminicide, c'est-à-dire que le mec en question qui va tuer les parents de Jude tue sa mère parce qu'elle est partie avec un autre. C'est de la fantaisie, ok, malheureusement ce sont des histoires qui sont arrivées, mais du coup j'aurais aimé, au-delà de ça, qu'on le traite à un moment donné, genre que l'auteur te dise à un moment c'est pas bien, ou on va essayer de condamner le personnage qui a commis l'acte d'une certaine manière. Jude prépare sa vengeance, d'accord, mais je sais pas, faites quelque chose d'autre, faites-lui un coup de karma, j'en sais rien. Mais du coup j'étais un petit peu gênée, alors je ne sais pas si c'est parce que je prends un peu plus de maturité et que du coup j'ai du mal à passer outre ça, mais j'aurais aimé ne serait-ce qu'un petit truc qu'on te dise c'est pas ok. Je demandais ça. Mais sur le personnage qui a commis l'acte en fait. Je demandais pas un petit post-it ou un petit mot en mode alors ce qui se passe, voilà, c'est pas ok. Je voulais vraiment qu'on le traite dans l'histoire. Et je l'ai pas eu. Alors beaucoup diront mais c'est que de la fiction, etc. Mais voilà, je sais pas, j'attendais vraiment à ce que on traite ce cas-là. Et je l'ai pas eu, ou je l'ai pas eu comme je voulais. Donc j'ai été très bloquée dans ça. En revanche, je dois dire que passé la moitié du roman, le côté politique c'est beaucoup... Oh putain,
c'est davantage mis en place et davantage mis en avant, et du coup j'ai réussi à m'accrocher à ça parce que c'est un univers super riche, donc un univers des faillés, donc je découvre un petit peu des livres en ce moment sur les faillés. Vous allez voir avec une autre lecture dans le point lecture. Des répétitions quand même. Il y a des références à la mythologie anglo-saxonne qui étaient assez cool, j'ai fait mes petites recherches de mon côté. J'ai bien aimé ce côté-là, mais du coup le personnage de Jude, le personnage de Cardan, et comment il s'appelle le mec qui a tué là, je sais plus, voilà, j'ai complètement zappé son prénom, ça passe pas, et du coup c'était compliqué. Je ne sais pas encore si je vais lire le tome 2, j'espère vraiment que le tome 2 pourra expliquer les choix qu'il y a eu dans le tome 1 et pourra peut-être me réconcilier avec Jude, parce que je pense que sans l'événement du départ j'aurais aimé, mais non, parce que il y a eu cet événement que j'avale pas trop quoi. Ça passe pas. On poursuit maintenant avec The Kingdom de Jess Rothenberg aux éditions Casterman. Il y a pas mal de Casterman quand même dans ce point lecture. Ici on a Anna qui est mi-humaine, mi-robot, qui elle est pas embauchée, donc elle a été construite pour divertir les clients qui sont dans le parc Kingdom, où en fait ce sont que des robots qui représentent des animaux, des êtres humains, etc. Et les gens se divertissent en allant regarder ces hybrides. Et donc Anna vit la vie qu'on lui a dictée en tant qu'hybride jusqu'au jour où tout va être chamboulé et on va l'accuser d'un meurtre. Le meurtre d'Owen, et j'adore ce prénom, on s'en fout. Et donc on va suivre en fait comment on dit, le procès. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que quand tu lis le résumé, la 4ème de couverture, et quand tu lis les premiers chapitres, t'as la question de est-ce que les hybrides peuvent-ils sont dotés d'émotions. Toute la question des robots, est-ce qu'ils ont des sentiments, etc. C'est un sujet, je suis vachement curieuse, et donc forcément j'étais très contente de pouvoir lire ce livre. Il me semble que c'était Tessa qui me l'avait offert. Déjà merci Tessa, parce que c'était une excellente lecture, et c'est peut-être le coup de cœur de ce roman finalement, de ce point lecture. Au plus je filme des vidéos, au plus je galère à parler, c'est pas normal quand même. Normalement au plus tu t'essayes à quelque chose, au plus tu t'améliores. C'est l'inverse chez moi. Reprenons. Je disais que c'était le coup de cœur de ce point lecture. J'ai énormément aimé le rythme qu'il y avait, parce que du coup t'as la partie procès et puis ensuite tu reviens en arrière sur les événements qui ont pu se passer, et j'ai bien aimé cet entre-deux, et du coup comment ça pouvait s'imbriquer dans le roman. C'était très cool parce que du coup dans le procès t'avais l'impression d'être dans un suspense hyper dense et dans l'action, et qu'est-ce qui va se passer pour eux, et quand tu revenais en arrière c'était un peu plus lent et t'essayais vraiment de mener l'enquête. C'était vraiment très cool ce côté-là. J'avais un peu l'impression de suivre une série policière ou un film policier à la télé. Non, j'ai bien aimé. J'ai eu la juste dose entre les pensées d'Anna, ce qui se passe dans le parc avec un large horizon quand même, l'enquête, son avancée, les pensées de d'autres personnages et les actions de d'autres personnages. Vraiment c'était un très bon mix finalement, c'était un très bon cocktail. J'ai aimé la question de la robotique, de la prise en charge de la société, le regard de la société dessus, de quelle manière on peut sensibiliser un public ou non à cette question. Il y a aussi eu le côté de la perte de contrôle qu'on peut avoir sur quelque chose qu'on a créé, et l'absence d'émotion quand quelque chose n'est pas fait comme nous, pauvres êtres humains que nous sommes. Et j'ai même eu les larmes aux yeux c'était au tout début quand même, j'étais vachement choquée. C'était un très bon livre, un one shot du coup, j'espère, parce que normalement ça se finit bien en tant que one shot. Pas trop envie que ce soit une saga. Franchement foncez si vous avez envie de changer un petit peu de vos dystopies, de votre contemporain, etc. C'est un très bon livre qui se lit relativement vite. J'ai vraiment adoré le sujet. Dans un tout autre registre maintenant, nous avons À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton aux éditions... C'est qui déjà ? Gallimard Jeunesse. À quoi rêvent les étoiles raconte l'histoire de 7 personnes qui ont une vie différente, qui sont plus ou moins liées pour certains, et qui vont, je sais pas si on pourrait dire, arriver à un carrefour de leur vie, ça ressemble à ça un petit peu. Et le destin va les unir. Ils sont en quête de leur destin, de leur chemin, de leurs rêves, de leur vie à venir. Pas mal d'interrogations finalement. J'aime bien le mot finalement. Manon Fargeton est une autrice que j'avais très envie de découvrir cette année. Je n'avais encore lu aucun de ses romans. Je n'avais lu que des livres qu'elle avait pu traduire de Sarah Crossan, mais pas ses écrits à elle quoi. Et là c'était l'occasion de le découvrir, et le sujet me tentait assez bien. Ça me faisait un petit peu penser à... c'est pas Qui es-tu Alaska, c'est un livre de John Green là. Je vais l'écrire ici, ce sera plus simple.
Pour moi, c'est un roman hybride qui est entre l'adolescence et les jeunes adultes. C'est pas totalement un YA, mais on peut pas dire non plus que c'est pas du YA. C'est vraiment un entre-deux. C'était vraiment assez agréable parce qu'en plus, Manon Fargeton a une écriture assez fluide et en même temps parfois un peu crue. C'est assez drôle la manière dont elle peut écrire, ça peut surprendre certaines fois, genre t'as l'impression qu'elle te fout une petite piqûre de rappel, c'était assez étonnant par moments. On y parle de relations au sein d'un couple, on y parle de parentalité, on y parle de relations amicales et d'enfants et de pas mal de choses tout court. Si vous avez peur de lire des romans où il y a plusieurs histoires d'affilée et qui s'entrelacent, je vous rassure, il y a une certaine logique qui fait que en fait t'as l'impression que les histoires s'imbriquent et qu'il y a une mécanique presque logique dans l'intrigue et on enchaîne du coup les points de vue assez facilement du coup. Si je me trompe pas, je crois que Manon Fargeton s'est inspirée d'un hongrois qui s'appelle Karinti de mémoire qui disait que toute personne dans le monde pouvait être reliée en une espèce de chaîne comme un maillon et que ce maillon pouvait contenir jusqu'à 7 maillons. Je répète encore beaucoup de fois le mot. D'ailleurs j'ai un doute si c'est 7, 6 ou 5. Mais je sais plus où j'avais vu ça d'ailleurs. En bref, j'avais l'impression un petit peu que c'était dans cette inspiration là. Et bref, en tout cas le roman met en avant les liens entre les humains, les liens que tu peux avoir parce que tu as dit quelque chose qui a impacté et qui du coup donnera un certain résultat, comme un petit peu en effet boule de neige un peu. Cependant j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal pour rentrer dans l'histoire, j'avais un petit peu du mal à comprendre justement cette fameuse mécanique que j'ai réussi quand même à comprendre, je sais pas, un petit peu moins de 100 pages je l'avais saisi, mais vraiment le début j'avais du coup l'impression de forcer pour rentrer dedans parce que t'as direct plusieurs persos donc c'est toujours un peu compliqué d'essayer de prendre le train en marche. Mais vu que l'écriture est assez douce et assez fluide, j'ai vite pu me poser avec eux. Je lis peu de contemporains donc en fait à chaque fois que j'en lis un, j'ai l'impression un petit peu d'avoir un air frais qui passe, une bouffée d'air frais et c'était assez cool. J'ai pas énormément de choses à dire parce que en soi je trouve que ça a été super bien écrit, c'est pas un coup de cœur parce que je sais, c'est toujours le truc avec moi, les contemporains ont parfois du mal à me marquer, mais c'était très intéressant de lire cette histoire, c'était très beau, très touchant, il y avait des moments forts, il y avait des moments peut-être où tu peux t'énerver un petit peu, enfin vraiment, il y avait beaucoup d'émotions, peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus péchu, mais je pense que c'était complètement voulu, cette ambiance douce, mais bon, il se passe pas des trucs forcément doux, mais dans son écriture elle est très douce, du coup c'est le mot principal auquel je pense quand je veux parler de cette histoire. Et quand tu fermes le bouquin, t'as un espèce d'optimisme et t'as comme un espèce de brin d'espoir aussi qui se met devant toi, c'est assez cool et c'était globalement une bonne lecture. Alors maintenant on passe à un roman qu'on me tanne de lire, mais depuis longtemps. Il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas chez La Martinière Fiction. Donc, alors, je sais pas par où commencer. Je vois énormément de choses passer sur ce roman, j'en vois vraiment beaucoup. Il faut savoir déjà que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, pour commencer à essayer de vous résumer l'histoire. Ah oui, et je l'ai lu dans le cadre du Ridaton, c'était fin mai je crois, et je l'ai lu en une journée, c'était très cool de pouvoir s'intéresser à une seule histoire en une journée. Donc notre personnage principal est Feyre, je crois que je prononce bien, qui est issue d'une petite famille, bon elle a plusieurs frères et sœurs quoi, une petite troupe dans une forêt du coup où, enfin la maison c'est une petite maison modeste, etc. Son rôle est d'apporter de la nourriture à sa famille pour nourrir toutes les bouches. Et un jour comme un autre, elle part à la chasse, elle tue son gibier, sauf que mauvaise pioche, l'être qu'elle a tué c'était un être immortel, un fae, et pour punition, elle va être emmenée dans le royaume des immortels. Donc Prythian, mince, attendez, voilà, ce truc là. Je sais pas prononcer, enfin du côté du royaume des immortels. Ici, emmenée par le puissant seigneur Tamlin, toujours un problème, hein, qui est donc son bourreau, son joaillier, oh là 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 là, son bourreau, on va rester sur ce mot-là, mais un bourreau assez sympa, puisque elle peut faire ce qu'elle a envie, elle peut manger ce qu'elle a envie, elle a une vie assez correcte, hein, un bon confort, une petite vie de princesse, sauf que du coup la punition en fait c'est qu'elle doit vivre avec les immortels et elle ne peut plus vivre avec sa famille. Elle est donc la prisonnière de
Tamerlane encore une fois. Elle mène sa petite vie de princesse, mais il y a quand même quelque chose d'assez bizarre dans ces immortels. Au-delà qu'ils ont des facultés qu'elle ne possède pas, il y a un truc louche. Elle a sûrement un rôle de découvrir ce qui se cache, quel est l'enjeu que potentiellement il peut y avoir dans ce merdier, et donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ton petit rôle, sympa. Le conte de la Belle et la Bête donc est revisité, plein de magie. J'ai pas l'habitude de tomber dans ce type d'univers de fae. Je l'ai trouvé très envoûtant, très mystique, très mystérieux, pas mal de questions encore, et puis c'est le tome 1 donc en même temps c'est normal que j'ai plein de questions. J'ai bien aimé, je comprends encore une fois ce qui peut poser problème chez certains, mais c'est vrai que le conte de la Belle et la Bête, c'est un conte que j'aime bien, que c'est un conte sur lequel j'ai fait pas mal de dossiers d'ailleurs. Les personnages sont assez attachants et ils évoluent dans un milieu dans lequel je connais pas et dont j'ai encore pas mal d'interrogations, donc j'aimais bien découvrir au fur et à mesure ce qui s'y passait, ce qui s'y tramait. Il y avait une grande richesse, je trouve, au niveau des paysages, au niveau des personnages. Ouais, il y avait une belle richesse et du coup, t'as envie à chaque fois d'y retourner et de comprendre cette histoire. Il y a ce côté aussi des monstres et des légendes qui y sont associées qui était très intéressant à lire. Le fameux truc de vouloir briser la malédiction de la Belle et la Bête, ça, j'avoue, j'aime bien. Et de toute façon, j'aime beaucoup les réécritures, donc c'était pas très étonnant que j'allais apprécier cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai très hâte, c'est pas très joli. Je suis impatiente de lire la suite, et apparemment le tome 2 est nettement mieux, donc j'espère que ce sera le cas. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu, j'espère que du coup j'ai pu vous intéresser avec certains de ces romans, et je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt, bye!